Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreuses, si nombreux pour ce webinaire dédié à la maîtrise des charges en copropriété. Nous, Foncia, syndic, nous considérons que la maîtrise des charges en copropriété est une des missions essentielles du syndic. Alors quand on parle de charges en copropriété, donc on parle d'un budget qui peut varier entre 1 000 et 2 500 euros en fonction des copropriétés, parce que quand on parle de copropriété, on parle d'une extrême diversité de situations. Extrême diversité de situations en fonction de la localisation de votre copropriété, de la taille de votre immeuble, de son ancienneté, de sa performance énergétique, des services qu'on y trouve ou qu'on n'y trouve pas. Est-ce qu'on a un gardien? Est-ce qu'on n'a pas de gardien? Des tas de données structurelles qui vont avoir une influence sur votre facture annuelle. Et puis il y a également des éléments conjoncturels. Hein, on a tous le souvenir de cette crise énergétique que nous avons traversée en 2022 et 2023, qui s'est traduite par une explosion des coûts de l'énergie. Donc, outre les facteurs structurels, les facteurs conjoncturels, la copropriété est insérée dans une société qui évolue avec de nouveaux besoins qui se font jour. On en parlera. Par exemple, Vesna, les recharges de véhicules électriques. Il y a beaucoup d'autres usages qui se traduisent également par des coûts. Et puis, eh bien, il y a également une dimension réglementaire. Et donc la réglementation est là, elle peut être favorisante quand on parle des aides qui sont mises à disposition pour pouvoir réaliser, pour pouvoir financer des travaux, mais également contraignantes. Alors ce webinaire, donc on l'a voulu aussi simple et pragmatique que possible, pas trop technique, même si par moments il le sera un petit peu. Alors je vais me présenter, donc je suis Jean-Marc Guillot, directeur de la maîtrise des charges du groupe Foncia, et j'ai la chance d'être accompagné de Vesna Ducy-Lacombe et de Sébastien Juvet qui vont se présenter. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-Marc. Donc moi je suis Vesna Ducy-Lacombe, je suis responsable maîtrise des charges hors énergie. J'ai intégré Foncia en 2007, j'ai exercé différentes fonctions. Et j'ai rejoint le département maîtrise des charges en 2019, d'abord en tant que chef de projet et ensuite en tant que responsable du pôle énergie. Et je suis ravie également, Jean-Marc, d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, Sébastien Juvet, directeur général de Foncia Marne-la-Vallée, chez Foncia depuis 20 ans maintenant. Et puisque c'est le sujet, nous gérons au sein de notre cabinet un peu plus de 1000 copropriétés sur le secteur de l'Île-de-France-Est. Donc ravi d'être ici pour parler des dépenses en copropriété, de la maîtrise des charges, des économies potentielles. Alors, juste avant de commencer, ce que je souhaite indiquer, c'est que Foncia dispose d'un département maîtrise des charges à part entière, donc qui est dirigé notamment par Vesna, et qui a pour vocation donc, à négocier donc, des accords avec les grands fournisseurs, les grandes sociétés qui peuvent intervenir dans vos copropriétés. Alors, Vesna, est-ce que tu peux nous brosser le paysage des charges en copropriété? Alors, les charges de copropriété correspondent à tous les frais générés pour le fonctionnement, l'entretien et la conservation des parties communes et des équipements collectifs de l'immeuble, ainsi que les frais générés et liés à son administration. On va parler là plutôt de charges courantes. À ces dépenses courantes, Jean-Marc, se rajouter des frais supplémentaires liés à des interventions exceptionnelles comme des travaux, par exemple des travaux de ravalement ou encore de rénovation de chaufferie. Mais aujourd'hui, on va justement parler principalement des postes de charges en copropriété les plus courantes. Alors, quelles sont-elles?
Sur ces diapositives, nous avons représenté la répartition des principaux postes de charge. Il s'agit de pourcentages moyens, attention, des pourcentages qui ont été calculés sur l'ensemble des immeubles que nous gérons à l'échelle nationale. Et les données que nous avons utilisées, c'est la moyenne des données de 2022 et de 2023. Alors, nous avons réparti les charges en 4 catégories. Énergie et fluide, donc vous voyez, c'est tous les postes qui sont indiqués en bleu. Ensuite, contrat d'entretien et de maintenance, ce sont les postes qui sont indiqués en jaune-orange. Les frais administratifs, donc toutes les dépenses en bleu-violet. Et puis en vert, on retrouve un petit poste fourniture et entretien. Alors, la catégorie la plus importante, ce sont l'énergie et les fluides. Dans cette catégorie-là, on va retrouver 3 gros postes. Le poste eau, qui représente en moyenne 10%, le poste électricité et le poste combustible le plus important. Alors, le poste eau, c'est le poste de charge qui correspond tout simplement aux dépenses d'eau, de consommation d'eau des parties communes, mais également des logements. Le poste électricité, là pour le coup, c'est vraiment la consommation électrique uniquement des parties communes, c'est-à-dire des halls, des paliers, des ascenseurs s'il y en a. S'il y a des parkings également, ce sera la consommation électrique ou encore la consommation de la chaufferie collective. Il s'agit effectivement d'une chaufferie collective. Et puis, le troisième poste, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, le poste combustible, qui correspond tout simplement à l'énergie utilisée pour assurer le chauffage et ou l'eau chaude sanitaire de l'immeuble. La deuxième catégorie, ce sont les contrats d'entretien et de maintenance. Alors là, on va retrouver 2 types de contrats. D'une part, des contrats obligatoires, c'est-à-dire ce sont des contrats qui sont imposés par la loi, et ensuite des contrats facultatifs, néanmoins indispensables. Parmi les contrats obligatoires, on va retrouver le contrat de maintenance de la chaudière et des équipements en chaufferie, qui est le plus important, qui représente 13% en moyenne. Ensuite, le contrat d'entretien des ascenseurs. Parmi les équipements obligatoires à entretenir, on va retrouver aussi les barrières et portes pour accéder au parking, ou encore la sécurité incendie, qui correspond tout simplement aux équipements pour assurer et prévenir justement contre les risques des départs de feu ou encore contre l'incendie. En plus de ces contrats obligatoires, on va retrouver des contrats essentiels, notamment le contrat d'entretien ménager, vous voyez ici 12% en moyenne, le contrat d'entretien des espaces verts et autres petits contrats comme par exemple l'étanchéité des terrasses, des toitures ou encore l'entretien des interphones, voire la dératisation. Certaines communes peuvent effectivement imposer un contrat de dératisation, ce n'est pas le cas partout. La troisième catégorie de postes de charge, ce sont les frais administratifs. Là, on va retrouver l'assurance, c'est vraiment l'assurance des parties communes, les honoraires de syndic, ainsi que des frais administratifs qui correspondent justement à la tenue de l'Assemblée générale, aux frais bancaires ou encore les frais d'affranchissement. Et puis enfin, un poste beaucoup plus petit qui s'appelle fourniture et entretien, qui est en moyenne de 1 à 3%. Ici, vous voyez, il est de 1%, et qui correspond justement à des petits travaux imprévus, des petites réparations, qu'il est essentiel de réparer justement pour éviter que les équipements et les parties communes se détériorent. Là, on va retrouver par exemple tous les petits travaux de plomberie, d'électricité, voire même le remplacement de certaines pièces qui ne seraient pas intégrées dans les contrats de maintenance que j'ai évoqués tout à l'heure. Très bien, Viesna. Donc il faut effectivement tout ça pour faire fonctionner un immeuble. Alors comment maîtriser ces dépenses, comment, le cas échéant, les faire baisser. Il y a 3 façons principales d'agir sur les charges. La première, et donc Sébastien, tu vas développer ce point, pratiquer des éco-gestes. Et donc ce qui est bien avec les éco-gestes, c'est que ça ne coûte pas très cher, ça peut rapporter beaucoup. Le deuxième point, c'est de bien négocier les contrats. Et là, il y a un élément sur lequel on va revenir à plusieurs reprises. Dès lors qu'on parle de contrat, il faut toujours s'assurer de 2 choses. 1, que le contrat est bien proportionné à vos besoins. Et 2, que le contrat est récent. Si le contrat est ancien, dans 99% des cas, en le renouvelant, vous ferez des économies. Et puis ensuite, pour finir, donc, il y a la réalisation de travaux. Donc à la différence des éco-gestes, eh bien, les travaux ça coûte. Même si on peut bénéficier aujourd'hui de tout un portefeuille d'aides possibles. Et par contre, les travaux, eh bien, c'est générateur d'économies futures et de progression de la valeur patrimoniale. Et ça aussi, Sébastien, tu nous l'expliqueras. Alors oui. Alors si on commence par les éco-gestes. Exactement. Donc, il est évident pour nous que le syndic a un rôle à jouer dans la sobriété énergétique. Les éco-gestes, c'est quoi? C'est des actions simples, concrètes, à réaliser dans les parties communes, dans les appartements, pour économiser des ressources. Donc on a des exemples, c'est assez basique, mais qui ont leur incidence. L'éclairage. L'éclairage
des cages d'escalier, des paliers. Donc c'est remplacer les ampoules existantes par des ampoules basse consommation. Donc soit de manière générale, une action groupée, dirais-je, soit, je dirais, au moment le plus opportun, à la faveur des travaux à réaliser. On a également l'éclairage dans les parties communes. Parking, les sous-sols, on n'y pense pas forcément, on est plutôt équipé de néons. Donc là, c'est d'aller vers de l'éclairage LED. Et quand on parle toujours éclairage, on peut aussi penser aux ascenseurs, puisqu'on a encore des néons dans les faux plafonds des ascenseurs. Donc, il faut penser global quand on parle éclairage et bien sûr basse consommation, éclairage LED. C'est important pour nous. Toujours sur ce même sujet, le temps d'éclairage. Du coup, installer des détecteurs en remplacement des interrupteurs existants. Revoir peut-être, si on ne veut pas faire forcément de petits travaux, la durée des minuteries. Le coût de l'éclairage, c'est la durée aussi, et donc l'électricité qui va avec. Donc, en travaillant sur ce poste-là, on arrive à réaliser des économies assez facilement sans engager des dépenses importantes. On a le poste le plus important en copropriété, tu le disais Vesna tout à l'heure, c'est le chauffage, la chaufferie, pour l'eau chaude également. Mais plus particulièrement sur la chaufferie, c'est diminuer la période de chauffe. On décale dans le temps la mise en chauffe et bien sûr on avance la coupure. Je pense que malheureusement je dirais, mais le réchauffement climatique nous invite à cela de fait. Et je pense aussi qu'en termes de confort, on peut sensibiliser les occupants pour, dans leurs appartements, s'adapter en cas de température trop basse. Faut savoir que 1 degré de moins, c'est 7% d'économiser sur la facture de combustible. Donc c'est loin d'être neutre et je pense que notre rôle c'est de sensibiliser les occupants et donc nos prestataires chauffagistes notamment pour être très vigilants sur ce point-là. Autre point, mais c'est dans les éco-gestes toujours privilégier l'envoi dématérialisé des documents en copropriété plutôt que la voie courrier papier et recommandé. Donc ça, on a des dispositifs qui sont déjà en place, mais il faut continuer de le pousser pour inciter les copropriétaires à faire ce choix. Et puis après, sans forcément des économies à la clé, mais il faut en parler, les enjeux environnementaux sont là et on souhaite jouer un rôle dans ces démarches. C'est la nécessité du tri et du recyclage des déchets au sein des résidences. Et puis après, on le verra un peu plus tard, mais la gestion également de nos espaces verts. Enfin voilà, il y a pas mal d'exemples sur lesquels on peut travailler sans forcément engager des dépenses importantes et de façon simple et concrète pour nos copropriétaires. Très bien Sébastien. Écoute Sébastien, je te propose d'attaquer le sujet, un gros morceau, le sujet des fluides, oui. En commençant par l'eau. Exactement, l'eau, donc un poste de charge important, 10% environ du budget de fonctionnement annuel. Savoir que l'eau c'est un prix fixe, on ne peut pas le négocier, donc on fait avec. Et donc comment on consomme l'eau et comment on la pilote quelque part. Premier point, c'est l'installation de compteurs divisionnaires, dit-on, individuels, donc compteurs eau froide et eau chaude dans les appartements. Quelque part, c'est responsabiliser nos copropriétaires en leur permettant de payer ce qu'ils consomment uniquement, et non plus une quote-part de la consommation totale rapportée à la surface de l'appartement, ce qui était le cas, ou ce qui est le cas d'ailleurs quand on n'a pas de compteur. Donc ça c'est important, on voit que l'effet immédiat, c'est la pose de compteur, la responsabilisation quelque part par le coût, permet des économies de 20% de la consommation totale d'eau d'un immeuble. Donc voilà, encore une fois, c'est pas forcément un investissement hyper important, mais on a des économies qui le sont à la clé. Oui, on parle quand même de 20% d'économies sur un poste qui représente 10% en moyenne du montant total des charges. Donc c'est loin d'être négligeable. Exactement. Et pour un prix de compteur allant de 15 à 25 € le compteur, donc par an, puisqu'on est sous une forme de contrat location-entretien relevé, donc en fonction de la classe de compteur. Donc voilà, vous avez a priori 1 voire 2 compteurs par appartement quand il y a l'eau chaude collective. Donc pour une trentaine, quarantaine d'euros, eh bien effectivement vous avez ces économies immédiates et surtout vous payez de façon juste ce que vous consommez. Ça permet également, c'est plutôt technique, mais de mieux suivre, en tous les cas de déceler les fuites dans les parties privatives. Le syndic gère les parties communes, c'est pas forcément ce qui se passe derrière la porte des appartements, par les compteurs et les consommations
excessive, on peut, et puis maintenant avec nos prestataires, on peut également reporter la présence de fuite. Donc ça, meilleure gestion de l'eau, c'est très important. Donc sur le point eau, puis après, de façon plus privée, je dirais, dans les appartements, c'est des bonnes pratiques. On en entend parler, mais il faut le rappeler, l'installation de mousseurs sur les robinets. Par l'injection d'air, on consomme moins d'eau. 50%, je crois, environ. C'est dans ces ordres-là, effectivement, c'est important. L'installation de douchettes à la place des pommeaux standards. Donc ça aussi, a priori, donc, il faut le tester, l'éprouver, mais on est entre 30 et 40% d'économie d'eau juste par le remplacement d'un équipement, donc pommeau standard, par une douchette. Voilà. Donc des gestes simples, concrets, mais des économies importantes sur un poste de charge qui l'est, donc en copropriété. Très bien, merci Sébastien. Donc on va rester dans le domaine des fluides, on va parler de gaz et électricité. La différence par rapport à l'eau, c'est que quand on parle de gaz et d'électricité, la quantité consommée, comme l'eau, est importante. Par contre, là, pour le coût n'est pas fixe, il n'est pas imposé par le distributeur. Le coût dépend du moment auquel on conclut son contrat avec son fournisseur d'énergie. Donc, tu as parlé des éco-gestes tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'autres moyens qui permettent de réduire la consommation de gaz, d'électricité, parmi lesquels la rénovation des chaufferies collectives, le cas échéant. On parlera chaufferie collective tout à l'heure avec Vesna. En matière d'achat d'énergie, ce qui est très important, c'est d'acheter au bon partenaire et d'acheter au bon moment. Lors de la crise énergétique, donc on a vu beaucoup de petites sociétés qui proposaient avant la crise donc des contrats alléchants, disparaître parce qu'elles ne pouvaient plus faire face à leurs obligations. Et nous, notre préconisation très forte en tant que syndic, c'est de contracter avec les grands acteurs du marché, sans prendre de risques, une gestion en bon père ou en bonne mère de famille. Nous avons, nous, des relations permanentes avec les grands acteurs du secteur, que sont les Engie, les Total Energy, les EDF, une société qui s'appelle Gaz Européen, également, s'agissant du gaz. Et l'avantage, c'est que nous bénéficions de leviers nous permettant de discuter avec ces grands fournisseurs lorsque c'est nécessaire. Donc bien acheter, c'est acheter au bon moment. Et il se trouve que le bon moment, c'est encore maintenant. C'est encore maintenant, parce qu'on est dans une situation où les prix de l'énergie sont pratiquement revenus à leur niveau d'avant-crise. Il y a eu une petite augmentation ces derniers jours, donc liée à la détérioration du contexte géopolitique, mais les grands énergéticiens nous disent que les fondamentaux restent solides et on reste sur des tarifs qui sont très supportables. Donc notre préconisation, très concrètement, c'est d'acheter aujourd'hui le gaz et l'électricité pour 2025, voire pour 2025 et 2026. Sachant qu'une fois qu'on a acheté, c'est effectivement un problème en moins à gérer et donc un risque qui n'existe plus. Actuellement, donc, on ne préconise pas d'acheter en tarifs variables. Les tarifs variables étaient adaptés au moment de la crise. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Juste une petite parenthèse sur l'électricité. Quand on parle d'électricité, on va parler à la fois de l'électricité qui peut alimenter des chaufferies collectives, servir pour l'eau chaude sanitaire, mais également de l'électricité qui est utilisée pour les parties communes. Et donc là, on en revient donc au sujet des éco-gestes que tu as développé tout à l'heure. Donc Sébastien, je crois que tu as un exemple concret et chiffré à partager avec nous. C'est ça. Un exemple donc, qui vise à indiquer comment réaliser des économies sur l'énergie consommée pour le chauffage et l'eau chaude. Donc on parle d'individualisation des frais de chauffage.
Donc nous sommes ici dans une résidence de 51 lots, une année de construction des années 70, donc située au Plessis-Trévise. Donc ce qui est intéressant ici, à mon sens, et qui illustre notre propos, c'est que des économies grâce donc à l'individualisation des frais de chauffage, mais pas que, parce que, comme souvent, ça s'entend, les économies dans une démarche globale. Donc concernant cet exemple, en 2017, les copropriétaires, sous l'impulsion donc du syndic, bien sûr, font le choix de rénover leur chaufferie collective et de basculer du fuel au gaz. Ça, c'est en 2017. En 2020, un appel d'offres est lancé pour changer de fournisseur de gaz. Et donc, on fait appel à nos prestataires référencés. Et donc, au sortir de cette démarche, on retient, tu en parlais tout à l'heure, gaz européen, avec un prix fixe sur 2 ans très intéressant. Et puis, on met, suite à un vote d'Assemblée générale, en application l'individualisation des frais de chauffage via les répartiteurs qui ont été installés. Voilà. Avec un choix particulier, c'est assez technique, mais de retenir donc 70% de la consommation à travers les index relevés et 30% sur la base des tantièmes, donc à savoir la surface des appartements tel que le prévoit le règlement de copropriété. Donc ça, c'est en 2021. À la fin de l'exercice comptable 2021, les dépenses sont les mêmes qu'en 2020. Donc on peut se poser la question, mince, est-ce que vraiment il y a un impact? Mais oui, en fait, un impact est arrivé puisque les copropriétaires, par le jeu de la régularisation des charges, se rendent compte à ce moment-là de ce qu'ils dépensent réellement. Et en 2022, là, on a une baisse significative de la consommation de gaz puisqu'on baisse de 37%, ce qui est quand même assez important pour le relever. Et puis en 2023, on ne le note pas, mais on est à moins 4%, donc c'est-à-dire qu'on est arrivé sur notre plateau de consommation de gaz et il est maintenu. Donc ça justifie le fait qu'il faille, comme pour l'eau, individualiser les frais de chauffage. Je dirais que sur cet exemple-là, ce qui est important, sur plusieurs années, une démarche globale, c'est d'abord la sensibilisation. Informer nos copropriétaires de la nécessité de faire autrement. Mobiliser, c'est un vote en assemblée générale et des dépenses à réaliser. Responsabiliser, c'est payer réellement ce qu'on consomme. Et puis, derrière, il n'y a pas de surprise. Il y a un impact, l'impact du porte-monnaie, je dirais un peu trivialement. La réaction des copropriétaires qui deviennent vigilants et qui consomment moins ou mieux en tous les cas. Voilà pour cet exemple. Oui, et je crois que dans cet exemple, le retour sur investissement a été très rapide. Oui, complètement, parce qu'on est en 2017 sur un investissement supérieur à 50 000 euros, mais pas beaucoup plus, et qu'on est sur un budget oscillant, puisqu'on a parlé de consommation de gaz, mais pas de prix, il y a eu des variations au milieu, mais entre 30 000 et 40 000 euros du budget global de la copropriété qui est de 110 000 euros. Donc vous voyez, un amortissement relativement rapide. Très bien. Et quand on parle de comptage, Vesna, donc on parle de 4 grands fournisseurs qui en gros se partagent le marché français et avec lesquels nous avons donc négocié des accords pour le bénéfice de nos clients. Tout à fait, avec des conditions de service et tarifaires privilégiées. Très bien, merci Sébastien. Donc on attaque le vaste sujet de la maintenance, en commençant par les chaufferies collectives. Et donc, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, en matière de maintenance, en matière de contrat, les 2 règles à observer, assurez-vous que le contrat est proportionné à vos besoins, et si le contrat est ancien, renégociez-le avec le même prestataire ou avec un autre prestataire, les économies seront immédiates. Oui, tout à fait, Jean-Marc. Parce qu'effectivement, en plus de bien acheter l'énergie ou encore d'individualiser les frais de chauffage, l'optimisation du post-chauffage passe également par une bonne maintenance de la chaudière et des équipements aux chaufferies. Et ce n'est pas anodin parce que faire les bons réglages, un bon entretien, mais régler par exemple correctement la combustion, les températures, la pression, permet de réaliser jusqu'à 12% d'économie d'énergie. Alors c'est la raison pour laquelle, on l'a vu tout à l'heure, ce poste de maintenance des chaufferies collectives est un poste important, 13% en moyenne. Nous, Jean-Marc, on a référencé 22 prestataires, 22 chauffagistes à l'échelle nationale, donc des acteurs nationaux comme Engie, Dex, Misnar ou encore Hervé Thermique, mais également des acteurs régionaux et locaux. Alors pourquoi avoir référencé ces chauffagistes? Parce que d'une part, ce sont des spécialistes de la maintenance des équipements en chaufferie, des chaudières
particulières, donc des maintenances des chaufferies au gaz, des sous-stations, chaufferies avec pompe à chaleur, ou encore des équipements hors chaufferie comme les panneaux solaires et photovoltaïques. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de la maintenance, ces prestataires proposent également la gestion du combustible, l'approvisionnement et la gestion du combustible, le gros renouvellement du matériel, hein, et le préfinancement des travaux en cas de rénovation de chaufferie. Alors, pourquoi les avoir référencés? Parce qu'effectivement, en plus d'être spécialistes et maîtriser leur métier, ils ont également répondu à notre cahier des charges. Et comme je disais tout à l'heure, ils proposent également des conditions tarifaires préférentielles à nos clients. Donc des conditions qui ont été négociées sur la volumétrie que nous gérons aujourd'hui, parce que Foncia gère pour le compte de ses clients plus de 10 000 chaufferies collectives à l'échelle nationale. Alors concernant le contrat, à quoi faire attention? Déjà, s'assurer que l'ensemble des équipements soient bien intégrés dans le contrat de maintenance. Ça paraît évident, mais malheureusement, nous avons déjà eu des mauvaises surprises. Et le chauffagiste, forcément, il va entretenir uniquement les équipements qui vont le lier contractuellement à la copropriété. Ensuite, vérifier est-ce que le contrat est adapté à la copropriété. Est-ce qu'on est plutôt sur un contrat avec obligation de moyens ou est-ce qu'on est sur un contrat avec obligation de résultat? Bien sûr, un contrat avec obligation de résultat sera beaucoup plus engageant pour le chauffagiste. Juste pour vous donner un exemple, donc, voilà, on est dans le cas d'une copropriété qui décide de souscrire un contrat de maintenance simple avec 4 visites périodiques, donc uniquement 4 déplacements sur site, dans la mise en route du chauffage et l'arrêt du chauffage. Typiquement, ce type de contrat, certes, financièrement, va coûter moins cher à la copropriété, mais ne va pas forcément inciter le chauffagiste à une optimisation et à une performance, bonne performance justement de l'entretien et des économies d'énergie. Alors c'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de partir sur 10, 12 visites. Et puis un autre point également, c'est la bonne tenue du livret de chaufferie. Donc le chauffagiste, justement, contractuellement, a l'obligation de consigner l'ensemble des réglages, les dépannages réalisés dans ce livret de chaufferie. Regardez-le, vérifiez régulièrement justement si le chauffagiste l'a bien renseigné. Oui, parce que c'est absolument essentiel, notamment en cas de changement de fournisseur. Exactement, exactement. Et donc nous, par exemple, chez Foncia, ce qu'on demande aussi à nos prestataires, c'est de nous adresser à un rapport annuel d'activité. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez également le demander pour s'assurer justement que les bons réglages sont effectués. Si à l'inverse, on est plutôt dans un contrat, en plus de la maintenance, on décide de confier au chauffagiste également la gestion du combustible, dans ce cas-là, nous, ce qu'on préconise, c'est d'intégrer systématiquement ce qu'on appelle une clause d'intéressement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clause d'intéressement? Donc, ça permet justement de faire un partage des économies réalisées entre la consommation réelle et une consommation cible contractuelle. Ouais, et dans les contrats qu'on trouve sur le marché, généralement, cette répartition est de 50-50. Tout à fait, Jean-Marc, elle est de 50-50. Nous, dans notre contrat cadre, nous avons prévu un partage 2 tiers pour le client et 1 tiers pour le chauffagiste. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe en cas de dépassement? Exactement, ça fonctionne exactement dans le cas de dépassement. Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans le cas du dépassement, c'est le chauffagiste, justement, qui va devoir prendre en charge les 2 tiers du dépassement et 1 tiers pour la copropriété. Donc voilà, ça concerne la maintenance, mais il y a d'autres actions, Jean-Marc, qu'on peut également effectuer en chaufferie. Des actions comme le désembouage ou encore l'équilibrage. Le désembouage, c'est tout simplement le nettoyage des impuretés, des dépôts qui peuvent s'accumuler dans le réseau de chauffage. Et puis l'équilibrage, c'est tout simplement d'avoir une même pression et des mêmes débits dans tous les radiateurs pour justement essayer d'économiser de l'énergie, parce que, par exemple, dans un réseau mal équilibré, tous les radiateurs du rez-de-chaussée vont être surchauffés, alors que les radiateurs au dernier étage, malheureusement, pour le coup, ils seront moins bien chauffés et le chauffagiste aura tendance à augmenter la température pour que justement les résidents du dernier étage aient un confort. Donc le fait d'équilibrer le réseau permet aussi de réaliser des économies. Alors, dans ce cas, de façon très concrète, on parle d'un investissement de l'ordre d'une... De 10 à 15 000 euros pour une copropriété de 65 lots, mais avec des économies à la clé de 15%. Ouais. Donc considérable. Considérable, exactement. Donc tout ce qu'on vient de dire à propos des chaufferies collectives est pratiquement transposable au monde des ascenseurs. Oui, tout à fait, Jean-Marc. Donc c'est un contrat aussi important parce qu'il représente en moyenne 4 à 7% du montant total annuel des charges. Et là aussi, Foncia a référencé 25 prestataires à l'échelle nationale, donc des acteurs nationaux que vous connaissez, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, Otis, Kone, Schindler, TK Elevator, encore Orona, mais également des prestataires régionaux et locaux. Alors,
Jean-Marc, tu vas me dire combien coûte en moyenne un contrat de maintenance d'ascenseur? Il est très variable. Je vais te poser la question, combien coûte en moyenne un contrat de maintenance d'ascenseur? Il est très variable puisque le prix varie effectivement de 1 200 € hors taxe à 4 000 € par appareil. Alors pourquoi de telles disparités? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le prix est fonction des caractéristiques techniques, c'est-à-dire de la vitesse, du nombre de niveaux, du poids de cabine, mais également de la vétusté en fait, de l'appareil, de l'âge de l'appareil, de la typologie du contrat. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Du nombre d'appareils. Donc, par exemple, s'il y a une dégressivité du prix en fonction du nombre d'appareils dans la résidence, mais surtout de la date de souscription du contrat. Comme on le disait tout à l'heure, forcément, les contrats signés il y a 10 ans, qui ont été indexés tous les ans, vont coûter plus cher à la copropriété. Ensuite, le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est effectivement, est-ce que le contrat est bien adapté à la copropriété, donc à l'appareil, à l'ascenseur. Et donc, justement, quelles sont les typologies de contrats? Donc, nous avons le contrat minimal, qui est le contrat de base, le contrat réglementaire qui répond justement aux obligations réglementaires, donc qui coûte moins cher. Et puis, à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle un contrat étendu, qui comprend une liste de pièces de remplacement plus étendue, d'où son nom. Donc là, aussi, par exemple, si on est dans le cas d'une copropriété avec un appareil vétuste, ça veut dire tout simplement que la date limite des pièces est dépassée. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de souscrire un contrat étendu qui va coûter plus cher à la copropriété parce que de toute façon, les pièces vont devoir être prises en charge par la copropriété. Oui, donc on revient sur cette notion qui est que le contrat doit toujours être adapté aux besoins de la copropriété. Tout à fait. À l'inverse, voilà, si on est plutôt sur un immeuble récent, on est dans les clauses de vétusté classiques, là, bien sûr, on préconise plutôt de partir sur un contrat étendu. Nous, chez Foncia, on a un troisième type de contrat qui s'appelle le contrat premium. Et là aussi, c'est un contrat qui comprend toutes les obligations du contrat étendu, mais également qui intègre la prise en charge des éléments vétustes. Donc, bien sûr, ce contrat-là va coûter plus cher, mais pour les clients Foncia, justement, dans le cas des appareils vétustes, va permettre la prise en charge par l'ascenseuriste. Donc ça veut dire que concrètement, si dans la copropriété, donc on dispose d'un ascenseur qui est très âgé, avec des pièces détachées qui donc sont très coûteuses, et bien ces pièces détachées sont à la charge de l'ascenseuriste. Exactement, Jean-Marc, et on a un très bon exemple, un cas d'école. Donc c'est une copropriété que nous gérons en Ile-de-France, où on a plus d'une trentaine d'appareils, et l'ascenseuriste a facturé plus de 60 000 € de pièces qu'il aurait dû prendre au titre du contrat. Donc on s'est rendu compte, bien sûr, et tous ces frais ont été remboursés à la copropriété. Oui, parce que nous sommes intervenus auprès de l'ascenseuriste. Exactement, exactement. D'où l'intérêt de pouvoir développer donc, des relations avec ces grandes entreprises. Tout à fait, Jean-Marc. Très bien. Merci Vesna. Alors on va continuer maintenant sur les contrats. On va passer des contrats de maintenance aux contrats d'entretien. Et là, on a un maître mot, et ce maître mot, c'est la fréquence. Tout à fait. La fréquence, voilà, qui est valable aussi bien pour l'entretien des espaces verts que pour l'entretien aménagé. Bien sûr, moins de passages il va y avoir sur la résidence, bien sûr, moins ça va coûter à la copropriété. Alors, concernant l'entretien des espaces verts, on l'a vu tout à l'heure, c'est un contrat important qui coûte en moyenne 4 à 7%, qui représente en moyenne 4 à 7% du montant total annuel des charges. Alors, là aussi, effectivement, vérifier la fréquence d'entretien et la saisonnalité. Ces dernières années, nous sommes passés de 11 passages pour tendre le gazon à 8. Donc, vous voyez, on a vraiment diminué le nombre de passages. Et ce qu'il faut vérifier aussi, c'est s'assurer que, justement, le passage est prévu plutôt sur la saison avril, mai, septembre, octobre, justement, parce que passer en hiver pour la société, ça ne sert à rien, en fait. Il ne va rien faire sur les espaces verts. Ensuite, un autre point très important pour les espaces verts, c'est sélectionner des plantes adaptées. Par exemple, si vous habitez dans le sud, choisissez plutôt des plantes qui ne nécessitent pas un arrosage abondant, parce que le risque, c'est effectivement de voir aussi sa facture d'eau augmenter, et on l'a vu combien, justement, ce poste est important. Et puis, il peut être aussi pertinent de prévoir, justement, un bordereau de prix pour des prestations exceptionnelles, par exemple pour l'élagage ou l'abattage, parce qu'en cas d'intempéries, on risque, justement, en raison de l'urgence, de se retrouver avec des prix un petit peu, des devis un petit peu gonflés. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même intéressant de prévoir ce bordereau de prix en amont. Ok, donc c'est la même chose pour l'entretien ménager? Exactement, c'est la même chose pour l'entretien ménager. Alors là aussi, par exemple, si on est dans une copropriété avec 10 ou 20 logements, avec une seule cage d'escalier,
Là, je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean-Marc, un passage hebdomadaire ou 2 passages par semaine seront suffisants. En revanche, si on est sur une copropriété de plus de 250 lots, avec des professions libérales où il y a beaucoup de passages, là, forcément, on va choisir plutôt un nettoyage quotidien. D'autres points sur lesquels il faut être vigilant concernant l'entretien ménager, c'est de bien définir les zones à entretenir. Donc les paliers, les halls, l'ascenseur, est-ce qu'il y a des locaux annexes qu'il faut confier pour l'entretien, est-ce qu'il y a des parkings aussi. Donc c'est très important justement de lister tout ça dans le cahier des charges et ensuite de l'envoyer à l'ensemble des prestataires consultés pour que chacun puisse répondre et chiffrer conformément au cahier des charges qu'on aura préalablement établi. Et puis un dernier point, c'est effectivement de demander aux prestataires de se rendre sur site. Ça paraît évident. Mais par exemple, les revêtements de sol, c'est hyper important. Par exemple, entretenir du carrelage ou nettoyer de la moquette, forcément, ça ne coûte pas la même chose. Bien sûr. Et puis un dernier point, ça concerne la gestion des containers. Nous avons aujourd'hui beaucoup de communes qui mettent à disposition ce qu'on appelle des BAV, des bancs d'apport volontaires. Et forcément, dans ce cas-là, c'est chacun qui va en faire sa gestion individuelle du dépôt des ordures ménagères. Et forcément, dans ce cas-là, par exemple, précis, la société n'aura plus à gérer la sortie et la rentrée des containers. Et donc, le contrat va être diminué de 20 à 30%. Donc, c'est hyper important d'être vigilant par rapport à ça. Voilà, Jean-Marc. Eh bien, merci Vesna. Donc, on va attaquer un gros morceau, Sébastien, avec toi. Les travaux en copropriété, on en a parlé tout à l'heure. C'est de l'investissement. Mais c'est de l'investissement c'est un investissement pour des économies futures, notamment. Exactement. Donc, on a un rôle déterminant en tant que syndic sur ce sujet-là, l'accompagnement technique. On va plutôt parler des gros travaux. Je dirais que notre rôle, informer, conseiller et surtout bien s'entourer. Donc, comme le disait Vesna tout à l'heure pour l'entretien courant, avec nos prestataires, c'est la même chose sur la partie travaux. Je dirais que notre rôle, c'est entretenir, conserver, dit-on, le bâtiment, le patrimoine, et l'améliorer. Et l'améliorer, c'est parler de performance énergétique. Donc, sur le volet réglementaire, il est nécessaire de conseiller, d'informer, de rappeler les audits, expertises obligatoires. On parle aujourd'hui, alors on ne va pas rentrer dans le détail puisque vous avez un webinaire qui l'illustre très bien, qu'on vous invite à regarder, travaux de rénovation énergétique en copropriété, mais on parle de plan pluriannuel de travaux, de projet de plan pluriannuel de travaux. On parle de diagnostic de performance énergétique, de diagnostic technique collectif, merci, oui, effectivement, de diagnostic technique global. Tout ça est assez complexe, mais orienté pour que nos copropriétés puissent améliorer leur performance énergétique. Et pour ce faire, notre rôle, c'est de bien s'entourer et d'aller chercher des partenaires référencés, reconnus et qui peuvent traduire toutes ces démarches à des prix et des conditions de marché très favorables. On pense à la PAV, par exemple, à Veritas, qui sont assez connus, mais il y en a d'autres. Et nous travaillons avec eux, donc nous les conseillons auprès de nos copropriétés. Sur le volet financier, qui dit travaux dit coût, donc dit finance, c'est de se faire accompagner, encore une fois, je me répète, mais par une assistance à maîtrise d'ouvrage. On entend de plus en plus parler de ces acteurs, parce que c'est un métier dans le métier. Il faut, lorsqu'on embarque des travaux dans une copropriété, aller chercher les aides là où elles sont. Donc des aides individuelles, donc ça demande aussi une démarche qui n'est pas forcément celle du syndic, mais d'aller vers les copropriétaires en fonction de leurs conditions de ressources, des aides collectives, en fonction de l'éligibilité des travaux que nous réalisons et des copropriétés, et puis aussi le financement proprement dit, pouvoir proposer par le biais de nos partenaires bancaires le prêt collectif pour faciliter la réalisation de ces travaux. Voilà, donc tu le disais Jean-Marc tout à l'heure, mais faire des travaux, ça coûte au départ, c'est un effort, mais c'est des économies plus tard, c'est évident, puisqu'on évite déjà des dépenses imprévues. En prévoyant, forcément, on évite des risques de panne, de réparation de sinistres. Et donc, ce qui veut dire qu'on maîtrise mieux notre budget. Donc, une meilleure lisibilité pour les copropriétaires quant à leur appel de charges et leur budget personnel.
Et puis, très important, ça permet d'apprécier la valeur patrimoniale du bien. On parle ici, puisqu'on parlait de performance énergétique, de valeur verte. C'est la valeur donnée au bien par l'amélioration de la performance énergétique d'un immeuble, mais par ricochet, des appartements. En réalisant ce type de travaux sur un immeuble, donc d'isolation, de remplacement de production d'énergie, voilà, tout ce qui est développé dans notre webinaire, je le rappelle à nouveau, eh bien, on améliore l'étiquette, la note énergétique des appartements. Donc on permet tout simplement aux propriétaires de mieux vendre ou de mieux louer. Donc voilà, donc c'était un vaste sujet, mais qui est aujourd'hui la clé dans l'immeuble collectif pour réaliser de façon pérenne des économies et surtout donner du confort aux occupants. Très bien, merci Sébastien. Alors Vesna, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des frais administratifs? Vesna ou Sébastien d'ailleurs. Comme tu veux. D'accord. Oui, sur les frais administratifs, on a fait un focus sur l'assurance multirisque immeuble. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, chez Foncia, on a un partenaire historique, Assurimo, qui nous permet d'avoir des avantages importants, donner des avantages aux copropriétés assurées. Plus de 33 000 contrats multirisque immeuble souscrits aujourd'hui. Ce qui est important, je dirais de rappeler, où l'enjeu, c'est d'aller chercher les meilleures garanties au meilleur prix. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et de faire en sorte que des garanties qui seraient optionnelles chez les autres deviennent des garanties de contrat de base. Quelques exemples, pêle-mêle, qui nous paraissent illustrer le propos, c'est l'absence de franchise. Je pense que ça parle à tout le monde en cas de vol, de détérioration, de choc véhicule, sans forcément avoir un tiers identifié. Donc ça, c'est important. On parlait de piloter un budget. Le pire, ce sont les aléas. Donc dès lors qu'on n'a pas de franchise, c'est plus simple à gérer au quotidien pour le syndic et pour les conseillers syndicaux d'ailleurs qui nous accompagnent dans la lecture des dépenses. Le versement de pertes indirectes. Obtenir de l'assureur le versement via Assurimo, c'est 10%. Donc de pertes indirectes, c'est quoi? C'est une somme qui est allouée en plus de l'indemnisation déterminée par les experts par rapport au sinistre pour compenser les frais de dossier. Donc 10% de plus que les dommages. Donc ça veut dire que concrètement, si l'indemnité est de 100 000 €, on percevra 110 000 €. 110 000 €. Et ces 10 000 € sont reversés à la copropriété. Voilà. Et ces pertes indirectes sont disponibles pour certains types de sinistres. Et oui. La bonne nouvelle, c'est que ce sont les plus fréquents. Exactement. Dégâts des eaux, incendies. Surtout dégâts des eaux. L'incendie, on fait en sorte de ne pas trop en connaître. La garantie valeur à neuf. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais bon, c'est un des points importants. Aujourd'hui, on arrive à aller chercher 33% de garantie valeur à neuf, excusez-moi, là où généralement on est plutôt à 25%. Donc ça fait partie des points essentiels à aller chercher, je dirais, en termes de négociation. Nous avons également... après, c'est plutôt sur la manière de traiter, puisque ce qu'on entend le plus souvent, et ce qui est logique, c'est la durée de traitement de nos dossiers. Un dossier, il est ouvert, il y a une expertise, il faut qu'il soit indemnisé, c'est en 2 temps, et ceci dans un délai relativement court, parce que c'est jamais agréable de vivre ce type de désordre. Donc, en choisissant ces bons partenaires, c'est d'avoir des délais optimisés de gestion, donc de faire en sorte que le sinistré voit rapidement les travaux réalisés, en tous les cas, l'origine du sinistre supprimée, et puis bien sûr l'indemnité allouée. Et de ce point de vue-là encore, un des points qu'on peut aller chercher dans la négociation, c'est une garantie étendue sur la recherche de fuite. On parlait de dégâts des eaux, c'est ce qu'on connaît le plus. Donc, qui dit dégâts des eaux dit recherche de fuite. C'est obtenir des moyens technologiques supplémentaires, comme des passages caméra, etc., indemnisés dans le cadre du sinistre. D'accord, donc au final, qu'on parle d'Assurimo ou pas, même si nous, naturellement, on est bien Assurimo, toujours s'assurer qu'on dispose d'un contrat d'assurance qui dispose des garanties suffisantes et nécessaires pour la sécurité de l'immeuble. Exactement. Merci Sébastien. Alors cette fois-ci, Vesna, c'est à toi. Exactement. Donc on va parler nouveaux usages, une société qui bouge, qui évolue, de nouveaux usages, de nouveaux besoins qui se font jour. Tout à fait. Et pour répondre justement, d'une part, aux obligations réglementaires, Jean-Marc, mais également aux nouveaux besoins de nos clients, nous échangeons régulièrement avec des bureaux d'études, mais également des prestataires, afin d'identifier
des solutions, mais également les meilleures solutions à proposer à nos clients. Et justement, l'un des enjeux, comme tu viens de l'indiquer, c'est la mobilité électrique. Donc Foncia est très investi dans la transition énergétique du bâtiment et souhaite accompagner et faciliter le déploiement de solutions de recharge pour véhicules électriques. Et à ce titre, donc, nous avons réalisé un premier référencement en 2019. Donc, nous l'avons renouvelé en 2023. Donc, aujourd'hui, nous travaillons avec les prestataires qui sont listés ici, Watt, The Plug, Amperus, Parking Plug, Easy by EDF ou encore Enedis. Alors, ce sont des prestataires qui proposent deux types de solutions. D'une part, une solution avec investissement par la copropriété et d'autre part, une solution sans investissement par la copropriété. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie effectivement que c'est le prestataire qui va financer et installer cette infrastructure de recharge. Et ensuite, l'utilisateur, il va payer sa borne sur son emplacement de parking et il sera en charge également de payer sa propre consommation et l'accès à cette infrastructure de recharge. L'avantage, c'est que certains prestataires proposent également la possibilité d'acquérir la propriété de cette infrastructure pour les copropriétaires qui le souhaiteraient. Donc voilà, différentes solutions pour répondre justement aux besoins de l'ensemble de nos clients. Ce que nous indiquons également, c'est de privilégier la mise en place d'une solution collective pour éviter justement des installations individuelles un peu sauvages. Et en plus, l'avantage de travailler avec des prestataires, ces prestataires-là, c'est que ce sont des prestataires qui sont agréés IRVE et en plus, ils proposent des solutions techniques validées par la Commission de régulation de l'énergie. Oui, et puis sachant que les solutions collectives, au final, seront toujours moins coûteuses que les solutions individuelles. Exactement, Jean-Marc. Mais ce n'est pas tout. J'aurais aussi parlé, Sébastien l'a abordé rapidement en introduction tout à l'heure. Un des enjeux aussi, c'est la gestion écologique des espaces verts. Effectivement, l'idée, c'est d'évoluer vers un mode de gestion plus écologique et donc moins coûteux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie effectivement de dédier, de laisser une partie des espaces verts évoluer vers des prairies florales. Donc, ça veut dire moins d'entretien, moins de passage pour tondre. Ensuite, effectivement, utiliser plutôt des produits qui seraient respectueux de l'environnement. Et puis enfin aussi, utiliser le paillage. Le paillage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de couvrir, ça consiste à couvrir les zones de terre nue avec des fibres végétales. Ça évite justement la prolifération des mauvaises herbes, donc moins de désherbage également. Donc l'idée, c'est effectivement tout simplement de s'orienter vers un mode de gestion plus écologique, plus économique et à améliorer effectivement le confort de vie des résidents de nos immeubles. Très bien, merci beaucoup Vesna. Eh bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, juste avant de conclure, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que lorsque nous concluons des accords cadres avec les grands fournisseurs qui peuvent intervenir dans vos copropriétés, nous ne percevons pas de rétrocommission. Voilà, c'est interdit par la réglementation. Ce qui veut dire que toutes ces prestations et les tarifs donc négociés qui vont avec, eh bien, sont des prestations qui sont offertes aux clients de Foncia. Alors, 4 points en conclusion, et cette conclusion fait écho à l'introduction. Les éco-gestes, c'est important, Sébastien les a développés. Ça coûte pas cher, et dans certains cas, on l'a vu, Sébastien, ça peut rapporter beaucoup. Les contrats, encore une fois, s'assurer qu'ils soient proportionnés aux besoins, et puis s'assurer, Vesna, tu l'as souligné, qu'ils ne sont pas anciens. Vous avez un vieux contrat en place, qu'il s'agisse d'un contrat de maintenance ou tout autre type de contrat, le renégocier se traduira dans l'immense majorité des cas par une économie immédiate. Faire attention à l'achat d'énergie, donc la gestion du bon père ou de la bonne mère de famille. On travaille avec des sociétés solides, on évite les sociétés exotiques, on achète au bon moment, et il se trouve que le bon moment, eh bien, c'est en ce moment. Donc si ça n'est pas encore le cas, achetez d'ores et déjà votre gaz, votre électricité pour 2024, voire pour 2025. Et puis les travaux, Sébastien, tu l'as développé, c'est cher sur le coup, c'est compliqué également, mais c'est un investissement pour demain. Investissement pour demain, ça veut dire un investissement de nature
qui va se traduire par des économies futures et par l'appréciation de la valeur de votre bien. Donc voilà, écoutez, merci à toutes et à toutes et à tous pour votre attention. Voici venu le temps des questions. Alors, la première question, donc j'ai évoqué une fourchette de montant de charge au tout début du webinaire. Est-ce un montant par trimestre, par copropriétaire? Alors c'est un montant par copropriétaire et par an. Alors deuxième question, Foncia fait-il des appels d'offres pour le gaz et l'électricité? Oui, ça peut nous arriver, ça n'est pas systématique, mais il nous arrive de réaliser donc, des appels d'offres groupés. Et lorsque tel est le cas, qui dit appel d'offres dit mise en concurrence, donc on s'adresse à plusieurs fournisseurs. Et on recherche, oui, par définition, le meilleur contrat. Alors, troisième question. Écoutez, je suis désolé, Sébastien Vesna, je crois qu'elle est pour moi. Comment obtenir le bouclier tarifaire EDF pour les parties communes? Alors moi, je dirais... comment obtenir le bouclier tarifaire EDF pour les parties communes tant qu'il était temps de le faire. Voilà. Parce que la date limite était au 31 janvier 2024, qu'il s'agisse d'EDF ou de tous les autres fournisseurs. Donc il y a encore des aides qui vont être versées donc, au titre des consommations 2024. Dès lors que le prix de l'énergie auquel vous l'avez acheté donc, dépasse un certain niveau, qu'on parle de gaz ou d'électricité, mais pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, donc il fallait, j'en parle au passé, il fallait déposer ce qu'on appelle une attestation de demande de bouclier tarifaire avant le 31 janvier 2024 pour les consommations de l'année 2023. Alors là, Sébastien, je crois que c'est une question pour toi. Oui. Pourquoi faut-il passer par des entreprises pour changer une ampoule et enclencher un disjoncteur de VMC? Écoutez, déjà parce qu'il est nécessaire d'avoir des habilitations dès lors qu'on agit sur des équipements. Et je dirais même qu'on agit au nom et pour le compte d'un syndicat de copropriété. Donc, alors ensuite, sans forcément rentrer dans le détail, mais on peut avoir des sociétés d'entretien qui ont cette habilitation et qui peuvent se permettre de faire le relamping, comme on dit. Mais si tel n'est pas le cas, il faut passer par un électricien. Donc, d'où l'intérêt de mutualiser. Et quand on a cette démarche, on en parlait, de changer l'éclairage par de la basse consommation du LED, autant penser global, quitte à missionner une société, autant amortir son déplacement. Très bien. Donc ensuite, on a une nouvelle question qui est pour toi, Sébastien, quand bien même elle est un petit peu en dehors du cadre de ce webinaire. Quelle est la procédure pour les propriétaires qui ne payent pas leurs charges? Que fait le syndic? C'est vrai que c'est pas le sujet immédiat, mais ça peut le devenir, puisque pour faire tout ce qu'on a dit, il faut que les charges soient réglées. Le syndic, il est garant de la trésorerie de l'immeuble. Voilà, c'est sa première démission. Donc dès lors qu'un copropriétaire ne règle pas ses charges et qu'il ne va pas vers le syndic pour mettre en place des modalités de paiement qui lui permettraient de faciliter ces règlements, eh bien on enclenche des démarches précontentieuses, contentieuses et judiciaires, le cas échéant. C'est quoi? C'est de mettre en demeure le copropriétaire, passer un certain délai, de régler ses charges. Premier acte juridique, et puis s'il ne règle pas ses charges et qu'il ne se manifeste pas, c'est de relancer jusqu'à la sommation par voie d'huissier, qui constate sa dette, et puis derrière, en fonction du délai et du montant, ça va être d'assigner en règlement de ses charges. Donc c'est une démarche je dirais, qui entre directement dans le cadre du mandat du syndic, qui n'a pas besoin d'assemblée générale, encore une fois les garants de la trésorerie de l'immeuble, donc il assigne le copropriétaire en récupération de ses charges. Voilà. Et puis si toutefois, à l'issue du jugement rendu, qui forcément condamne à payer les charges, le copropriétaire ne réglait pas, et bien ensuite on peut basculer dans une saisie immobilière, mais là qui fait l'objet d'un vote et une procédure plus longue. Mais en tous les cas, ça coûte de l'argent de recouvrir son argent en copropriété. Néanmoins, à la fin, ces sommes sont réglées, c'est le décalage de trésorerie qui peut souvent être préjudiciable. Donc Vesna, la question suivante est pour toi. Combien est-il possible d'économiser si on change de mode de chauffage
en passant du gaz à un système de chauffage par pompe à chaleur? Alors, on est encore aux prémices, Jean-Marc. Effectivement, pour l'instant, c'est plutôt des études. Mais nous, on a comparé sur 1 ou 2 immeubles à nous. Voilà, on a travaillé avec des bureaux d'études, etc., pour changer de type de chauffage, passer du gaz à la pompe à chaleur. En fait, il y a 2 choses dans ce changement d'énergie. C'est que, bien sûr, le gaz, c'est le prix du gaz, alors qu'une pompe à chaleur, elle va fonctionner avec de l'électricité. Donc là, on change un petit peu de combustible. Mais en tout cas, d'après les analyses qu'on a effectuées et en se basant sur le cours du gaz du moment, on constate entre 10 et 15% d'économie d'énergie. Encore une fois, on est très prudent parce que ce sont les premières études. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas tellement en fait les économies par rapport à la typologie de chauffage, c'est également la réglementation thermique, parce qu'un immeuble donc RE 2020, donc la réglementation thermique et environnementale 2020, consommera beaucoup moins qu'un immeuble années 70 avec une pompe à chaleur. Bien sûr. Donc ça nécessite dans tous les cas une analyse très approfondie Exactement. avant de se lancer. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, on a une autre question. Je pense qu'elle va être pour toi, Sébastien. Je pense connaître la réponse. Je suis en chauffage collectif. Quelle démarche pour demander à passer au chauffage individuel? Est-ce que je dois soumettre la demande lors de la prochaine AG? La réponse est oui, bien évidemment. On est en copropriété, donc c'est l'AG qui décide. C'est un sujet très particulier parce que on est sur une demande individuelle, mais qui s'inscrit dans une démarche collective. Donc ça voudrait dire que il faut poser la question au propriétaire de la bascule d'un mode de chauffage collectif en chauffage individuel. Et si bascule il y a, ça se vote à une majorité qualifiée, voire très qualifiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutefois le copropriétaire, si toutefois dans sa demande la copropriété ne le suit pas, il peut très bien lui choisir de basculer et de se chauffer individuellement différemment. Néanmoins, il sera toujours soumis au règlement des charges de chauffage de l'immeuble, de la copropriété. Donc il n'y a pas d'intérêt économique, il peut y avoir un intérêt de confort, mais en tous les cas, c'est une démarche qui s'inscrit collectivement avec un vote favorable de l'Assemblée générale. Alors je crois, Sébastien, que nous avons une nouvelle question qui est pour toi. Okay. Quel succès! Pourquoi les propriétaires d'un appartement sans balcon participent aux frais liés à ces parties de la copropriété? Oui, question qui revient assez souvent, et il y en a d'autres comme ça. Bien parce qu'en fait le balcon fait partie intégrante des parties communes de la façade, en tous les cas en l'espèce du bâtiment, et que alors ça nous renvoie au règlement de copropriété, hein, mais l'entretien des balcons, c'est considéré comme partie commune. Donc de ce fait-là, il y a une participation de l'ensemble des copropriétaires, même s'ils ne jouissent pas eux-mêmes d'un balcon. C'est un élément constitutif de la façade de l'ensemble immobilier. Très bien. Alors ensuite, il y a une question que je vais prendre. Est-ce que Foncia a intérêt de faire travailler telle ou telle entreprise? Y a-t-il un versement de royalties aux entreprises qui travaillent avec Foncia depuis des années? Alors non, on n'a aucun intérêt à faire travailler telle ou telle entreprise. L'intérêt qui nous conduit, c'est l'intérêt de nos clients. Donc on réalise des appels d'offres et au final, ce sont nos clients qui choisissent l'entreprise avec laquelle ils souhaitent travailler. Donc pour simplifier leur choix, on met à disposition de nos gestionnaires des calculateurs qui, s'agissant des ascenseurs, s'agissant des chaufferies collectives, mais pas seulement, eh bien, permettent d'éclairer les clients sur leur choix quant au fait de savoir quelle entreprise sera la moins coûteuse et quelle entreprise fournira les meilleurs services, parce que le prix n'est pas tout. Écoutez, je crois qu'on en a fini avec les questions. Écoutez, merci également pour ces questions. Merci pour votre attention. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera disponible en replay, si nécessaire. Merci beaucoup, excellente journée, et peut-être à bientôt à l'occasion d'un prochain webinaire. Merci à toutes et tous.